Bonjour et bienvenue. Je suis Sophie Briand, l'actuelle présidente de la Fédération française de jeux de rôle. Et voici la conférence sur la Fédération française de jeux de rôle de 1996 à 2021. Rencontre avec le fondateur, François Touca, c'est bien ça, Oui, c'est ça. et ses présidents au fil des années. Aujourd'hui, on a Sylvie Mercato, David Robert, Fabien Deneville, merci, et Jérôme Darmon. Voilà. Je t'en prie, David, à toi la parole. Ben, je vais poser une première question à François, puisque c'est toi qui es à l'origine de cette association qui a réussi à, bon an, mal an parfois, mais qui a réussi à traverser différentes époques du jeu de rôle. Qu'est-ce qui t'a incité à l'origine à créer l'association? Ah. Alors, au départ, on n'avait pas de fédération de jeux de rôle, on avait simplement un gros tournoi qui était national, qui s'appelait le comité France-Sud Open. Le France-Sud Open, ça regroupait 600 joueurs qui venaient de la France entière et d'un peu du monde aussi d'ailleurs, puisqu'on avait des joueurs qui venaient d'Afrique, d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique. Et c'était un grand rassemblement pendant l'été qui se passait dans un fort qui se trouve au-dessus de Toulon, en hauteur de 300 mètres de haut, et qui était prêté par la municipalité. Le problème, c'est qu'on a eu un changement de municipalité qui est arrivé avec, à l'époque, c'était le Front National, et la femme du maire nous a dit, moi, le jeu de rôle, j'aime pas, donc on n'aurait plus le forfaron. Du coup, on a un peu réagi, on avait créé l'activité dans une ville voisine pendant un an en essayant de se raccrocher aux branches. Et on se heurtait à cette époque aussi à un discrédit du jeu de rôle, parce qu'il y avait notamment Abgral qui disait à tout le monde que le jeu de rôle c'était une secte, que les maîtres de jeu c'était des gourous, et que donc l'image qui était donnée dans les médias était totalement négative. Donc on avait décidé, à l'occasion du dernier FSO, avec des éditeurs de jeux à l'époque aussi, de créer une fédération qui serait là pour défendre le jeu de rôle, expliquer ce que c'était. Et à l'époque, il y avait un mot qui avait fait un débat. On avait dit qu'on était là pour défendre une éthique du jeu de rôle, de manière à montrer qu'on n'était pas des dévoyés, des satanistes, comme on avait l'air de le dire à l'époque dans les émissions de télé. Donc voilà, on a créé la fédération pour ça. On a eu quelques éditeurs de jeux qui étaient, ou créateurs de jeux qui étaient présents pour la création, qui ont été membres du premier bureau. Et avec l'équipe du FSO qui a agrégé la première fédération, eh bien, on a créé ça. Voilà, on a voulu donner une image du jeu de rôle, expliquer ce que c'était. D'ailleurs, on avait eu des émissions de télé à l'époque, puisque j'étais même passé, c'était la gloire, sur France 3 en régional pour expliquer ce qu'était le jeu de rôle. Et comme je suis avocat, quand je suis revenu au palais de justice, j'ai même eu le président du tribunal qui m'a dit, bah, dites donc, je ne savais pas ce que c'était le jeu de rôle, ça a l'air intéressant. Donc ça veut dire qu'on avait un peu restauré l'image et que voilà, c'était l'objectif voulu. Et ça a été le démarrage de la Fédération française de jeux de rôle, avec Jean-Luc Bizien notamment, qui était avec nous. Oui, Jean-Luc qui nous fera l'amitié de venir sur le prochain Roll Event. Là, il est sur un festival, mais il m'a indiqué qu'il serait parmi nous l'année prochaine pour le Roll Event 2022. Donc, on finit tous par se retrouver à un moment ou un autre sur le Roll Event. C'est chouette. Parmi les éléments de l'époque, tu as cité les problèmes politiques, les problèmes médiatiques. Mais tu as dit aussi qu'il y avait énormément de joueurs sur un tournoi. C'était une époque de grande vitalité du jeu de rôle. Et puis après, il y a eu un passage à vide. Comment est-ce que vous avez abordé ça à l'époque? Le passage à vide, il était lié à des émissions de télé où dès qu'il y avait quelqu'un de déterré dans un cimetière, on disait que c'était des joueurs de jeux de rôle qui étaient à l'origine. Les enquêtes ont démontré que ce n'était pas le cas, mais ça avait donné une image assez râpée du jeu de rôle dans les médias, ce qui notamment avait eu pour objet de nous faire éliminer du Fort Farandais dans le tournoi de jeu de rôle. Donc ça a créé des réactions. Il y a eu l'éducation nationale où il y avait dans les lycées un développement des clubs de jeux de rôle qui a mis un holà aussi. Et donc ça a pas mal freiné l'activité rôliste avec une image qui n'était pas bonne. Sataniste, bon alors en plus
À l'époque, on nous citait Magna Veritas INS. Alors bon, Croc se défendait, il a eu raison d'ailleurs de dire que ça n'était pas satanique, mais c'était une image, on employait des mots qui allaient en résonance avec ce que les médias disaient. Donc on avait intégré dans nos discours, dans notre communication, le père d'une des membres de l'organisation du FSO qui était directeur dans un hôpital en psychiatrie et qui avait au contraire développé la contre-vérité de Abgral en disant mais pas du tout, le jeu de rôle c'est quelque chose qui sociabilise les gens, il y a des règles, le maître de jeu il suit les règles et c'est un apprentissage à la règle et comme tous les jeux c'est très positif pour l'apprentissage à la règle. Donc on avait un peu rattrapé l'image, mais c'est vrai qu'il y a eu cette chute liée à la disparition dans les lycées des clubs de jeux de rôle qui s'étaient pas mal développés dans les universités, mais dans les lycées ça a été le holà. À cette époque-là, vous travailliez, je crois, en collaboration avec Cassius Belli, notamment. Il y a Pierre qui est là. Et puis, on en a souvent parlé avec Didier Guisserix aussi, Didier qui est un peu à l'origine du Roll-Even d'une certaine façon, puisque déjà dans les années 90, il y avait cette idée de faire une journée nationale du jeu de rôle. Mais bon, c'était pensé un peu d'un point de vue logistique, un peu à l'ancienne, en IRL, avec chacune qui sort sa table de jardin, 4 chaises, et qui fait jouer dans son jardin, dans son garage ou dans son club local. On n'avait pas du tout les moyens d'aujourd'hui. Vous travaillez en collaboration un petit peu avec la presse, avec Cassius Belli, qui était vraiment le magazine le plus important de l'époque. Est-ce que vous avez des souvenirs de ça? Comment c'était à l'époque? À l'époque, on avait de très bonnes relations avec tous les éditeurs de jeux à travers ce tournoi. Donc, on avait un réseau de relations dans les éditeurs de jeux et Didier Guisserix nous a pas mal aidé aussi pour pouvoir communiquer. Il était conscient que l'image du jeu de rôle était perturbée par des médias qui disaient n'importe quoi et donc ils nous ont aussi pas mal aidés. D'ailleurs, je crois que Didier Guisserix comme Jean-Luc Bizien sont aussi tous les deux fondateurs à l'origine de la Fédération française de jeux de rôle. Ils ont voulu marquer leur présence pour pouvoir dire qu'ils nous soutenaient. Est-ce que tu peux nous dire qui t'a succédé à la tête de la Fédération française de jeux de rôle? Après toi, c'était qui? Alors, j'avoue que je n'ai pas la mémoire des noms, mais je sais que ça s'est passé à l'occasion d'une assemblée générale de la fédération qui s'est tenue à Paris et que le relais a été pris par une nouvelle équipe qui ne voulait pas entendre parler d'éthique dans les statuts de la fédération de jeux de rôle. Donc, ça a été supprimé par la suite. Il y a eu tout un débat là-dessus, des divisions, et il y a une nouvelle équipe parisienne qui avait pris le relais, mais j'avoue que je n'ai pas le nom en tête de celui qui a pris le relais. C'est le lot, c'est la vie des associations, hein, d'avoir différentes itérations comme ça et d'avoir des changements d'image et de politique selon les équipes qui sont en place dans les conseils d'administration. On a dit souvent que la Fédé était une organisation parisienne. Et puis là, on voit bien que non, en fait. L'origine, c'est le sud de la France. C'est là où aujourd'hui on retrouve le Graal, finalement. Et puis, selon les époques, effectivement, ça a pu être concentré à tel ou tel endroit. Aujourd'hui, encore une fois, grâce aux nouveaux médias, on peut travailler en distanciel. Et ça permet d'avoir des gens qui sont d'un peu partout en France. Ça permet d'avoir une couverture nationale et qui était peut-être un peu plus difficile à réaliser auparavant parce qu'il fallait se déplacer physiquement. Alors qu'aujourd'hui, Sophie, elle préside tous les mois un conseil d'administration en distanciel. Via Discord même. Sur Discord désormais, ouais. C'est pas mal. Désormais sur Discord, on a eu une période Skype et maintenant c'est Discord. Oui, c'est les nouveaux médias. Puis, Discord, c'est pas mal utilisé en arrière-toile du jeu de fond aussi, du jeu de rôle. Je vais demander à Sybille quels sont ses souvenirs de cette période-là. Le tout début, les 10 premières années, 5 ou 10 premières années. En fait, non, je n'ai pas plus de souvenirs que François parce qu'on était ensemble en même temps et je suis partie. Enfin, clairement, alors moi, je ne suis pas politiquement correcte comme lui, c'est normal, hein, il est avocat. Donc, à l'époque, quand on a créé la fédération, on avait. Alors, à l'époque, il me paraissait très vieux parce qu'il était plus jeune que moi maintenant. Ça fait un peu un choc. Et donc, on s'était dit qu'il serait le président idéal, tu vois, le côté avocat, un certain âge, ça me paraissait très vieux. Et moi, j'étais secrétaire
Et de façon pas politiquement correcte, mais maintenant je pense qu'il y a prescription. Quand on a quitté la Fédé, quand la Fédé est montée à Paris, c'est comme il l'a dit, il y avait une grosse différence sur les objectifs. On n'avait pas du tout la même vision que l'équipe qui a suivi. Donc en fait, en même temps qu'il y a une équipe qui a suivi, on a tous, je pense, plus ou moins quitté la fédération au même moment. Mm. Donc, je ne sais plus quelle était ta question. Tu vois, ça, c'est l'âge. Non, non, mais les souvenirs du début. Donc, Les souvenirs. Si tu veux, moi, les souvenirs, c'était un petit peu différent parce que François était plus. En fait, François avait créé le réseau avec les éditeurs, en fait, à l'occasion du France Sud Open. Et moi, j'étais un petit peu plus sur Internet, puisque c'est les débuts d'Internet, en 96. Et donc, on va dire, j'ai un peu plus suivi. Comme maintenant, une fois que tu mets Internet, tu mets des forums, tu mets des polémiques avec des Parisiens qui ont toujours un avis sur tout. Ça y est, là, ce n'était pas du tout politiquement correct. Et j'étais plus sur le côté, voilà, Internet, les disputes, les dissensions. Il y a eu à l'époque un projet parisien qui s'appelait la JDR, qui était persuadé qu'ils étaient le centre du monde et qui devait faire la fédération à notre place et qu'il était inconcevable que des gens du Sud fassent ça. Donc mes souvenirs sont un peu différents de ceux de François parce qu'en fait, on n'était pas sur le même front. Donc lui, voilà, il était sur le front le plus agréable avec des gens qui avaient envie de bosser. Et moi, j'étais sur le front un peu plus comment. Et d'ailleurs, j'ai rapidement passé la main en tant que secrétaire. Je suis restée au conseil d'administration, mais j'ai rapidement voilà, passé le relais donc à Jérôme Gaillol, qui après a été le président du groupement azuréen des associations ludiques que tu as cité tout à l'heure. Oui, alors Jérôme qui n'a pas souhaité être avec nous ce soir. Voilà, parce qu'il préfère jouer à World of Warcraft que ce soit noté dans les archives. Donc, je lui ai dit, c'est bien et tout ça vient. Et il m'a répondu, je préfère World of Warcraft que tous ces vieux dinosaures. Voilà, c'est noté. Il s'est tenu en réserve. Bon, très bien, ce sera noté, dit et répété. Transformé. Et transformé, bien sûr. On est quand même des rôlistes, donc évidemment. Alors après, on va avancer, on va faire une avance rapide. Et je crois qu'à un moment, il y a Jérôme qui s'intercale quelque part au début des années 2000. Oui, tout à fait. Jérôme Darmon, 2004. Alors, Ça, comment oui. c'était au début des années 2000? Après cette rupture avec les origines de la Fédé, comment est-ce que tu as vécu ça? Moi, j'ai adhéré en 1996 assez vite, mais j'étais pas au tout début. Et je pense que je suis arrivé en fait entre les engueulades homériques qui se sont passées entre la partie historique toulonnaise du Sud et la partie parisienne. Et ensuite, ouais, je me souviens plus exactement quel est l'enchaînement des présidents et des présidentes qui se sont succédés. J'avoue que j'ai plus les idées très claires là-dessus. Et moi, j'ai été finalement très peu président. J'ai été dans, je crois, tous les rôles qu'on peut avoir dans une association, secrétaire, trésorier, relais local, tout ce qu'on veut. Et j'ai été seulement un an, voire même un petit peu moins président. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant ta période sur les différents postes? C'était un petit peu plus apaisé, mais assez compliqué en fait de mobiliser les troupes. C'est ça qui me revient le plus. On a essayé de créer des antennes locales et on s'est heurté au scepticisme de pas mal de clubs qui disaient ouais, on pourrait faire une espèce de FFJDR sur place. Alors on a essayé ça, enfin moi en tout cas, à Clermont-Ferrand, puis à Lyon ensuite. Et c'était un petit peu compliqué. Alors, peut-être parce qu'il y avait des clubs qui avaient leur identité propre et qui ne voulaient pas forcément se fédérer avec le club d'à côté qui avait son identité propre aussi. Et puis, pour être honnête aussi, on avait du mal à vendre la Fédé. En gros, on nous demandait qu'est-ce que vous nous apportez? Donc il y avait quand même un petit truc qui était sympa, c'était une assurance pas chère du tout.
Mais après, voilà, on galérait un peu à faire monter cette sauce-là. C'était aussi en plein marasme du jeu de rôle, donc voilà, moins de joueurs, moins de participants. Tout le monde se repliait un peu sur soi-même pour continuer à jouer. Voilà, voilà. Ah, il y a quelqu'un qui m'a rafraîchi la mémoire, c'est sympa. Oui, dans le chat, on a la chronologie là, des présidentes et des présidents. Donc, on voit les noms qui se sont succédés. On constate d'ailleurs au passage qu'il y a eu beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais c'est en train cette parité est en train de s'améliorer puisque on en a 2 avec nous ce soir et puis il y a Diane qui est là en ligne aussi et qui est vice-présidente de la Fédé actuellement. Et puis on a atteint la parité aussi au conseil d'administration. Oui, tout à fait. On est même une femme de plus qu'un homme au CA actuellement. C'est quelque chose qui est en train de se rééquilibrer. Alors après la période difficile, hein, effectivement, du milieu des années 2000, ben, on arrive à la fin des années 2000 ou 2010, Fabien, c'était 2010-2011, toi? Ouais, alors moi j'ai rejoint la Fédé en 2010, en effet, mais j'étais pas président. C'est à l'époque où Thomas Laboré était président. Et par contre, je suis passé président. Alors, je recherche un peu dans mes archives, mais j'ai dû passer président en 2011 ou 2012. J'essaie de retrouver, là, chercher justement dans la boîte mail, parce que je vois que vous avez plein de points d'interrogation, mais ouais, de mémoire, j'ai dû prendre le relais de Thomas en 2012. Et ensuite, j'ai dû quitter pour raisons personnelles la présidence en 2013. Et alors après, par contre, les histoires de dissolution là, que je vois, pour le coup, j'étais plus dans la boucle. J'étais plus dans la boucle. Et c'est après que, justement, je crois, toi, David, tu es venu pour essayer de reprendre un petit peu le bébé. Alors, il y avait Sybille avant et moi ensuite, mais pour rester sur cette période-là, on va dire historiquement, d'un point de vue rôliste, là, on était au tout début de la reprise, quoi, de le renouveau du jeu de rôle des années 2010. Tu avais aussi des activités d'éditeur, je crois, Oui. et tu étais en plein dedans à cette époque-là, quoi. C'était Ouais. le succès de Théo Cali, si je me souviens bien. Oui, entre autres, la humeur de jeu, Théo Cali, les gens de la garde. Mais oui, alors à l'époque, les questions qu'on avait et les préoccupations, bon, évidemment, il y a toujours les éternelles guerres de clochers, les clubs qui disent nous, on n'a pas besoin d'une fédération, les gens qui sont convaincus qu'ils pourraient faire une meilleure fédération. J'ai entendu parler de la JDR, je crois qu'on avait déjà, c'était aussi des acteurs avec qui on traitait à l'époque. Donc, toujours un petit peu, on va dire en permanence, les guerres de clochers et la lutte de légitimité, on va dire. Et puis à côté de ça, il y avait quand même des actions très sympas qui ont été initiées à cette époque-là, autour de la découverte du jeu de rôle. Donc, c'était un petit peu le moment où on avait travaillé sur les sujets de comment faire découvrir le jeu de rôle et quels sont les bons jeux, on va dire, les jeux qu'on pouvait labelliser pour essayer de bien faire découvrir le jeu de rôle. Et alors évidemment, ça a fait débat, hein, comme tout, mais comme toutes les actions de la Fédé, j'ai envie de dire. Mais c'était un petit peu l'idée. Et c'était aussi l'époque où on avait essayé de faire sortir un petit peu le jeu de rôle, alors qui commençait à revenir un peu dans les activités geek, même s'il était très phagocyté par le jeu vidéo. Donc, il y avait encore du mal un petit peu à retrouver ses lettres de noblesse. Et à côté de ça, on avait beaucoup d'actions vis-à-vis du monde de la culture, vis-à-vis des médiathèques, vis-à-vis des lieux historiques, vis-à-vis de la BNF. C'était à peu près à cette époque-là, il me semble qu'on avait initié le partenariat avec la BNF. Donc, on avait énormément travaillé sur amener le jeu de rôle là où il ne l'était pas. Et donc l'amener, oui, dans les médiathèques, dans les monuments historiques, dans les bibliothèques. Et j'ose espérer que ça a amené pas mal de monde au jeu de rôle derrière. Après, c'est très, très difficile à quantifier, très difficile à mesurer. Et c'était un peu ça, les grandes préoccupations, enfin les sujets et les projets qu'on abordait à l'époque.
Et en effet, notamment le partenariat avec la BNF, c'est un partenariat qui s'est continué, puisque encore assez récemment, début 2020, on a fait un événement à l'occasion de l'exposition Tolkien à la BNF. On a fait la médiation ludique de cette exposition et ça avait été très, très apprécié. C'était de super moments en fait. Hein. Sophie et Diane y étaient pour beaucoup, elles avaient organisé ça. Moi, j'y étais pour un peu, mais mes souvenirs sont mitigés parce que j'étais très malade en fait. Je ne sais pas si c'était le Covid que j'avais attrapé ou si c'était une grippe italienne, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, c'était un bel événement. Et alors donc, après ton époque, Fabien, il y a eu cette fameuse rupture avec cette idée que ça ne fonctionnait plus du tout et que peut-être tout simplement il fallait dissoudre la Fédération française de jeux de rôle. Et c'est là que Sybille est revenue. Donc, deuxième passage de Sybille, et cette fois-ci pour prendre la présidence. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Sybille? Moi, à titre personnel, c'est à peu près à ce moment-là que je me suis impliqué, puisqu'il y avait eu tu avais battu le rappel des troupes, donc c'est à peu près à ce moment-là que Oui, je pense qu'on s'est rencontrés à cette occasion. Alors, oui, ça doit être ça. J'ai dû aller aux Utopiales en 2014. Donc, j'ai dû reprendre, on va dire, la Fédé, je ne sais pas, début 2014, quelque chose comme ça. Et on a dû se rencontrer à cette occasion aux Utopiales qui suivait. Donc, en fait, c'est marrant parce que je ne connais pas la vraie histoire. Parce que des fois, tu sais, tu passes dans des histoires et tu ne les connais pas vraiment. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, pour des raisons personnelles, tout simplement, seule avec des enfants en bas âge, j'avais quitté de vue le monde du jeu de rôle parce que j'avais tout simplement pas le temps de jouer. Et en 2013, je suis revenue dans le monde du jeu de rôle, dans le monde de l'événementiel autour du jeu de rôle, notamment, donc toujours on revient par le Graal, puisque ici, on va dire, dans le sud, on va dire l'équivalent de la FFJDR, l'équivalent du FSO d'autrefois et tout ça, c'est le Graal, donc, qui donc, chaque année organise le pôle jeu de simulation au FIGE. Donc, je reviens au sein du Graal, je me remets à aller dans les conventions, les stands et tout ça. Et là, j'entends une rumeur qui dit que la FFJDR va être dissoute faute de président. Donc moi, honnêtement, je ne savais même pas que la FFJDR existait encore, ou peut-être je le savais, mais je n'avais pas fait attention et tout ça. Et là, je dis, mais il manque juste un président, quoi, si c'est que ça le problème. Et on m'a dit, oui, personne ne peut prendre la tête, c'est trop, enfin, je ne sais pas quoi, c'est compliqué, c'est... En fait, j'en sais rien, quoi. Il y avait tout un mythe autour que je n'ai jamais décrypté. Et j'ai dit, si c'est que ça, moi, je suis présidente de la FFJDR. Enfin, il n'y a pas de souci. Donc, il y a eu plein d'échanges de mails, des trucs étranges dont, honnêtement, je ne me souviens pas trop parce qu'en plus, j'ai envie de dire, ça impliquait des gens que je ne connaissais pas, donc qui probablement avaient des intérêts dont je n'avais pas conscience et tout. Donc, très naïvement et en mode... Enfin, c'est un peu toujours ce que je fais. Hein. Moi, j'arrive en mode défi. Tiens, on fait un truc, c'est complètement aberrant, on va le faire. Donc, je me suis présentée pour être présidente. Donc, c'était vraiment un mandat provisoire. Et de fil en aiguille, je me suis fait avoir et je me suis trouvée 3 ans présidente de la FFJDR. Alors, ce qui est un peu drôle, alors maintenant j'en rigole, mais sur le moment, j'en rigolais pas trop, c'est qu'en fait, en devenant présidente de la FFJDR, j'ai récupéré des tas de casseroles dont je n'avais pas idée. Et j'ai eu des problèmes dans la région, on va dire, dans le monde ludique régional, parce que j'étais présidente de la FFJDR, que visiblement, ça représentait quelque chose dont je n'avais pas idée. Donc, c'est une période rigolote et pas toujours, enfin, voilà, un peu en mode casse-cou, on va dire. Et alors, du coup, ça vient jusqu'à moi. Donc, j'ai été le vice-président de la Fédé lorsque Sybille a été présidente. Et puis après, Sybille m'a passé, en cours de mandat, m'a passé le relais. Et là, on est entre 2017 et 2020. Donc, dans un premier temps, surtout sur le premier mandat, j'ai essayé de transformer l'essai, de mettre en place ou de terminer les projets que Sybille avait initiés. Il y avait des financements de projets de création, il y avait des brochures, des flyers, il y avait des contenus de sites internet, enfin, tout un tas de choses qu'on avait imaginées ensemble. Donc ça a été la première période. Et puis après, pour le deuxième mandat, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait de la nouveauté. Alors, en intégrant déjà beaucoup de nouvelles têtes dans l'asso et au conseil d'administration.
Et puis aussi en essayant de retrouver de la présence sur les événements, les conventions. Je me souviens qu'en 2019, alors avant le confinement, hein, mais en 2019, on avait fait plus de 40 dates. On avait été présent sur plus de 40 événements dans l'année, donc un petit peu moins d'un par semaine. On essayait d'être vraiment partout où il y avait une convention de jeu de rôle, ou le plus possible en tout cas, même si on en a raté quand même. Et enfin, pour passer le relais, eh bien, j'avais voulu initier notamment un événement porté en propre par la Fédé. C'est quelque chose qui était réclamé depuis longtemps. Ah, si on faisait une réunion annuelle, si on faisait une convention, etc. On se le disait souvent. Et en associant différentes choses, bah, ça a donné le Relevant aujourd'hui. Et c'est Sophie, qui a été ma vice-présidente à cette époque-là, qui a pris la suite et qui est là à la présidence aujourd'hui. Absolument. D'ailleurs, moi, quand j'ai récupéré la Fédé, on a parlé de plein de choses, dont un truc que Jérôme a remis sur le chat, qui est le jeu, enfin le système et du coup le jeu Rêve, qui a été créé visiblement et publié et promu par la Fédé, qui est quand même un outil aujourd'hui un peu vintage. Mais qu'on essaye de faire revivre. Moi, c'est vrai que quand j'ai pris la présidence, enfin la vice-présidence quand David était président, moi, ce que j'entendais dans les couloirs, c'était ouais, le jeu de rôle, c'est une bande de vieux barbus, tu vas voir, sont arriérés, machin. J'arrive à la Fédé, déjà. Moi, je faisais du jeu de rôle. Je revenais de 4 ans de Chine, donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait de jeu de rôle. Enfin, c'est relatif. Et j'arrive sur Paris, je rencontre l'association Opal qui est très active en Île-de-France et qui permet aux MJ de rencontrer des joueurs. Et mon premier MJ à 4, c'était Mélisandre, donc, qui est une amie maintenant et qui est master de Kat la Mascarade. Donc déjà, une fille jeune, j'étais en mode, mais ça va pas, il y a un problème d'image encore. C'est quoi le problème? Ensuite, je rentre dans la Fédé et là, je rencontre David et tout ce beau monde. Donc, je me dis, ok, bon, d'accord, soyons honnêtes, il y a des barbus, j'avoue. Mais bon, ils sont pas croulants non plus. Puis j'écoute un peu l'histoire de la Fédé, ce qui a été fait avant, ce que Fabien a fait avec la BNF et qu'on a continué à faire. Tout simplement, bah, l'Expo Tolkien, c'était aussi dû au partenariat qui avait été mise en place par Fabien, Jérôme et tous les présidents, que ce soit François, juste pour y avoir l'idée, mis en place des partenariats avec les éditeurs et les boutiques, ben, c'est des choses qu'on continue aujourd'hui. Civil a gardé la flamme allumée, comme on dit, mais en fait, ça nous a permis de durer et de conserver une place en fait dans le milieu des assos-rôlistes. Et donc, du coup, bah oui, avec David, moi j'ai commencé par faire des événements. Donc, j'ai fait la BNF, le Japan Expo 3 fois. Et la dernière fois, juste avant le Covid, la Japan Expo, on a fait 300 personnes jour, plus de 10 MJ, donc plus de 10 tables. En simultané sur un même carré. La Japan Expo d'ailleurs qu'on a hâte de refaire l'année prochaine pour justement faire découvrir le jeu de rôle, permettre à des gens de faire des initiations. Et effectivement, voilà, il y a organiser des conférences aujourd'hui, c'est le cœur, quasiment le cœur de métier de la Fédé, c'est faire découvrir le jeu de rôle, organiser des conférences et créer du contenu. Et c'est comme ça qu'on existe. Et bien sûr, la bonne vieille assurance, qui est un peu notre nerf de la guerre et que Stéphane connaît bien, parce que il avait entretenu la relation notamment avec la MDS, donc l'assureur qui nous permet d'offrir ça avec donc la FEDGN, avec lequel on est encore en partenariat aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est plutôt cool. Est-ce que j'ai oublié un truc? Non, mais on peut prolonger encore un tout petit peu, puisqu'il y a Diane qui nous a amené des nouveautés, c'est-à-dire une programmation sur nos événements, une programmation culturelle. Mm. Voilà. Ah si, Diane. j'ai oublié un truc essentiel, hein. Juste avant de te donner la parole, Diane, oui, on a aussi relancé le comité des délégués régionaux, qui nous permet d'avoir des relais dans les différentes régions. Stéphane, qui est présent, recrute
vite et bien des délégués régionaux. Et à toi, Diane, pour l'aspect pédagogique, diversité, à toi. Merci beaucoup, Sophie. Alors, du coup, moi, aujourd'hui, je suis vice-présidente de la FEDE, mais j'ai connu la FEDE il n'y a pas très longtemps, en 2019, quand David Robert m'a appelé pour me dire: Hey, salut, j'ai vu que tu faisais de la gamification, que tu faisais plein de trucs, ça a l'air cool. Tu veux pas proposer des conférences pour l'exposition Tolkien à la BNF sur l'innovation ludique? Parce que nous, on fait des parties de JDR, etc. Mais bon, si ça t'intéresse de rajouter une activité de plus, ça serait l'occasion. Et du coup, j'ai élaboré la première série de conférences sur l'innovation ludique et j'ai fait venir des personnes qui font pas forcément du jeu de rôle, mais qui intégraient déjà le jeu dans le travail. Donc, ça pouvait être Aquafine avec Anne Frisch, ça pouvait être Dante avec la réalité virtuelle, ça pouvait être voilà, plein de choses qui sont pas forcément du jeu de rôle. Et du coup, il y a tout un réseau qui est venu et qui a dit: Ah, mais ça a l'air cool, la FFJDR, on connaît pas. Donc, en fait, j'ai créé en fait une approche un peu décalée, un peu hybride, qui n'était pas que du JDR. Et ensuite, je me suis pris quelques scuds de personnes qui disaient: Eh, mais nous, on est des rôlistes, c'est quoi ce bordel? Donc, je leur ai dit: attendez. Il y a aussi du JDR dans les entreprises, il y a aussi du JDR dans l'éducation. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire d'autres séries de conférences, comme par exemple, je ne crois pas qu'on en ait fait au Bordeaux Geek Fest, là, on n'avait fait que du JDR, mais on avait commencé à intégrer des métaverses, alors que Mark Zuckerberg n'arrête pas d'en parler, il en a essayé d'en parler même après qu'on ait fait ça. Donc en gros, on est un peu dans le tunnel de la technologie. On a des personnes aussi qui viennent parler des innovations sur les intelligences artificielles. Il y aura des conférences là-dessus bientôt. Comment un robot peut-il aider à créer des scénarios? Comment on peut intégrer de l'apprentissage des langues à travers le jeu de rôle? Comment on peut faire valoir aussi la légitimité des handicaps invisibles à travers le jeu de rôle? Quelles sont les différences entre les activités de jeu de rôle dans les pays qui ne sont pas francophones? Qu'est-ce qui se fait en Suède? Qu'est-ce qui se fait en Afrique? Et en fait, c'est comme ça aussi que le Rôle Event a pris forme. Outre le fait qu'on nous appelle de plus en plus pour proposer des comptes interactifs pour les grands groupes, parce qu'on a développé des systèmes de jeu qui ne sont pas juste des fiches de personnages et des lancers de dés, on a vraiment fait, enfin, on l'a pas fait, mais on a mis en lumière des choses qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas incluses dans l'activité des rôlistes, parce que eux, leur but, c'était de faire du jeu de rôle chez eux avec leurs potes. Ils n'avaient pas besoin de la FFJDR pour ça, en fait. Donc nous, finalement, on a mis en avant des choses qui étaient invisibles, qui n'étaient pas connues, et qu'on est allé chercher loin parce que ça existait déjà, mais que les rôlistes, entre guillemets, qui font du jeu pour le loisir, ne l'utilisaient pas. Et on s'est dit, mais c'est quand même dommage que c'est juste enfermé dans ça, alors que ça peut servir pour aider plein de gens dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les centres autistiques. En fait, on s'est aperçu que ça pouvait aider dans la thérapie, dans l'hypnose. Il y a des médecins qui nous appellent, il y a des psys qui nous appellent pour nous dire: Ah, voilà, j'ai une patiente, ça passe pas le traitement, est-ce que le jeu de rôle, ça peut faire quelque chose? Donc aujourd'hui, on est super content de voir qu'on nous contacte de plus en plus là-dessus. Et moi, je suis sur cette vague-là, on va dire. Oui, puis c'est pas la seule sur le handicap. Par exemple, on a un ancien membre du CA qui s'appelle Nicolas, qui a travaillé vachement sur la déficience visuelle et qui a fait des propositions hyper intéressantes qu'on a gardées. Et, on l'a gardé en contact également quand on a des questions sur le sujet, sur justement les dés texturés, des façons de jouer pour aider les déficients visuels à faire de la sociabilisation, à communiquer et à mieux communiquer dans un groupe diversifié avec entre ce qu'on appelle des valides. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de petites initiatives comme ça, gérées par des personnes individuelles au sein de la fédération, qui enrichissent ce qu'il y avait déjà avant. Et c'est super parce que ça permet d'avoir des réponses ou en tout cas des pistes de progression quand des personnes viennent nous voir un peu esselées, en mode «Ah, comment je fais pour retrouver tel truc? J'ai une question sur ça, comment est-ce que je peux?» Et en fait, moi, j'ai l'intime conviction en tant que présidente aujourd'hui que la mission de la Fédé, c'est d'avoir un réseau, de lier toutes ces personnes entre elles, pour pouvoir dire non, non, la fédération, c'est aussi une communauté. On en parle beaucoup en ce moment, les communautés, les influenceurs, tout ça.
Et je pense que on peut emprunter un peu à ce vocabulaire en disant que on a une association qui a une histoire, qui a de belles choses à l'intérieur, malgré les polémiques et les casseroles. Voilà, c'est la vie. On propose des choses quand même qui sont belles, on fait des projets qui sont sympas. On parlait de rêve tout à l'heure, c'est quelque chose qui fonctionne pour monter un jeu en allez, 20 minutes chrono en main pour l'UMJ. Et c'est du plaisir pour les enfants qui jouent en médiathèque ou même les grands enfants qui jouent dans les espaces publics des mairies. On a des meneurs, donc, John qui se reconnaîtra et qui, je pense, regarde ce soir, qui utilise Rêve et qui fait découvrir le jeu avec son métier de bibliothécaire. Donc, en fait, c'est super d'avoir ce type de personnes au sein de la fédération. Il y a aussi la modification du statut du JDR. Mm. Bon, c'est en discussion, hein, mais on aimerait bien la faire devenir aussi œuvre culturelle. Mm. Ça a été accepté comme livre, mais on aimerait bien que ce soit considéré comme un objet de culture. Mm. Donc ça, Clestone, il faut voir. Il y a ça. Si des gens ont des idées pour que ce soit accepté, le projet n'est pas encore ouvert, mais on cherche des Il y a pistes. des initiatives qui sont faites avec des éditeurs comme Geek Tribes, donc Geek le Mag, et je ne sais plus quel autre éditeur, mais ils étaient d'accord de faire effectivement des actions pour pouvoir appuyer la demande. Parce que qu'est-ce que ça change? C'est que ça permet d'avoir des subventions au niveau de la région et de pouvoir financer des activités, financer un site internet, financer des structures pour que le JDR soit mieux encadré. Même si, par miracle, on commence à être reconnu pour ce qu'on fait et qu'on commence à nous commander des prestations. Donc, il y a des mairies, il y a des prestataires qui nous appellent, enfin, c'est nous les prestataires, mais il y a des commanditaires qui nous appellent pour qu'on imagine des prestations de jeux de rôle et ça permet de financer des projets comme le Rôle Divin qui prend énormément de temps et aussi mobiliser des équipes parce que des fois, quand on passe des centaines d'heures sur un projet, on est quand même content d'être valorisé pour son travail et qu'on travaille dans de bonnes conditions parce qu'il y a un budget qui est débloqué pour ça. L'autre point aussi, c'est que sur les 2 derniers événements IRL qu'on a réussi à financer et d'envoyer des équipes, que ce soit au Festival de Loire et que ce soit aux Utopiales à Nantes, on a réussi aussi à amener des personnes qui étaient en situation de handicap. Donc 100% des bénévoles qui sont venus avec nous étaient en situation de handicap et ils ont réussi quand même à tenir un stand à raison de 8 heures par jour, alors qu'ils étaient en arrêt de travail indéterminé et ils ont réussi à reprendre goût à une activité, à voir des gens, à sociabiliser, à s'organiser sur un planning, à faire des tâches qu'ils n'avaient pas fait depuis au moins 15 ou 20 ans. Et ils étaient super contents. Donc ça, c'est cool aussi. Et ça, c'est un projet qu'on avait depuis plusieurs années et c'est vraiment tout à l'honneur de Sophie et de Diane d'avoir réussi à mettre ça vraiment en action et d'avoir des personnes porteuses de handicap qui sont sur nos stands et qui sont au contact du public et qui jouent, qui prennent toute leur part à nos activités. C'est vraiment mettre l'inclusion au cœur de notre activité associative. Donc ça, c'est... Et puis la diversité, bien entendu. Alors, ce soir avec nous, on a Victoria, qui est la candide de notre séance, qui est une rôliste toute récente. Ça fait combien de temps que tu fais du jeu de rôle, Victoria? À peu près 3 ans. Voilà, 3 ans de pratique derrière elle. Victoria, on voulait te demander de nous poser des questions. Est-ce que tout ce qu'on vient de raconter là, et dont tu as vécu simplement la période toute récente, est-ce que tout ce qu'on vient de raconter, ça t'évoque des choses, ça te donne envie de questionner un tel ou une telle, ou d'approfondir tel ou tel point que tu viens d'entendre? Ou est-ce que tu aurais encore des idées différentes de nous et des choses que tu aurais envie de voir se réaliser à l'avenir? Alors bon, déjà, quelle histoire, hein, waouh, 25 ans, il y a pas mal de choses. Et moi, ma première question, ce serait, est-ce que cette mauvaise image qui a été donnée au jeu de rôle dans les années 90, est-ce qu'on en souffre encore? Est-ce que c'est encore difficile, notamment avec les institutions, je veux dire, les institutions culturelles, par exemple, ou avec l'éducation nationale? Est-ce qu'on en souffre encore ou est-ce que ça va mieux? Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, François, tu penses qu'on en souffre encore? Écoute, à l'époque, on en souffrait beaucoup, mais on avait en même temps les réseaux, bon, on avait quand même les médias qui étaient intéressés, donc en fait, on avait essayé de rattraper le coup, mais je ne suis pas sûr qu'on en souffre encore aujourd'hui. Dans les lycées, je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande activité rôliste, mais en dehors des lycées, il y a pas mal de clubs qui fonctionnent, il y a pas mal de jeunes qui jouent, et l'image du jeu de rôle, elle reste à la créativité. On a même, historiquement, hein, à l'époque, on avait même monté des opérations de jeux de rôle pour faire de l'insertion sociale de jeunes, en faisant jouer sur des tables de jeu des jeunes des cités et des jeunes qui venaient de quartiers aisés. Les parents des quartiers aisés, ils étaient inquiets, mais comme ça se passait bien, ça a permis de créer des dynamiques entre quartiers qui étaient positives. Les jeunes des quartiers en question, ils ont tous réussi aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le jeu de rôle, hein, mais en tout cas, ils étaient prédestinés, mais c'est des créatifs. Donc, je crois que l'image de créativité du jeu de rôle, c'est quelque chose qui est sa bouée de sauvetage et qui permet de passer outre toutes les différences qu'on peut avoir. Quand on joue sur une table de jeu de rôle, on fait une équipe, et c'est ça qui, à mon avis, est positif dans l'image qu'on en donne. Mm. On a évacué tout ce qui était sataniste et tout, c'est fini ça. Ouais, je suis d'accord. Je dirais que pour reboucler la boucle, le côté sataniste et sectaire aujourd'hui est complètement, enfin, pratiquement complètement éliminé. Bon, on est allé faire quelques rencontres et certaines personnes nous le sortent encore, mais c'est anecdotique. Ouais. Je pense que c'est arrivé à tout le monde. Euh, mais je dirais que globalement, le système d'éducation est beaucoup plus favorable. Il faut savoir que depuis les années 2007, 2008, 2009, on a eu à travers le monde, mais en France aussi, sur l'INSEE et autour des recherches pédagogiques, beaucoup de professeurs qui ont sorti des thèses qui ont été faites pendant les 10 années précédentes sur le bénéfice du jeu de rôle dans plusieurs aspects de l'apprentissage, que ce soit la sociabilisation, donc le fait de communiquer avec les autres, l'imagination. Ça crée en fait un imaginaire et quand tu crées un imaginaire, tu arrives à représenter des idées. Le troisième point majoritaire de ces publications, ça va être la mémoire, le fait de mémoriser les choses, de se souvenir. C'est ce qui aujourd'hui est utilisé quand on parle, par exemple, du jeu de rôle dans les EHPAD. En fait, c'est exploiter ce qui a été déjà découvert par certains professeurs de les universités de Nanterre, de Lille, etc., et du pôle scientifique français autour de la pédagogie, sur justement la mémoire, le fait de jouer, ça lie émotions, sentiments, etc., et on s'en rappelle. Et donc, du coup, grâce à ces travaux, eh ben, dans l'éducation et dans le culturel, on a regagné des galons, ce qui est quand même vachement bien. Oui, je peux confirmer ça dans les interlocuteurs institutionnels, dans l'enseignement et dans l'enseignement supérieur, particulièrement dans lequel je travaille. Il y a vraiment la vague de la gamification qui fait qu'il y a une grosse appétence en fait hein, pour les activités de gamification et notamment de jeu de rôle. Et puis maintenant, il y a régulièrement des colloques où le jeu de rôle a le droit de citer. Alors, ce n'est pas le colloque rôliste tel que Isabelle Perrier l'avait voulu vers 2015-2016. Maintenant, ce sont des colloques de l'enseignement supérieur et de la recherche consacrés à différents aspects de la ludification où le jeu de rôle a toute sa place. Hein, et il y aura certains intervenants, Philippe Lépinard, Steve, qui seront là avec nous demain après-demain, qui ont, dans les années passées, permis que ça soit publié, que ça se développe et que ce soit vraiment maintenant des domaines de recherche à part entière. Je te prends la parole parce qu'il y a une université qui fait un colloque que de jeux de rôle. Tu parlais de gamification, mais il y en a un. Alors, je ne sais pas si ça a pu avoir lieu parce qu'il m'avait contacté avant la pandémie et après, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Mais il y a au moins une université voilà, qui est consacrée aux jeux de rôle. Et clairement, perso, puisque moi aussi, je suis du côté de l'événementiel, aujourd'hui, la mauvaise image du jeu de rôle a complètement disparu. Moi, je n'ai jamais eu aucune remarque. Même Sophie disait, on a tous eu quelqu'un qui est venu vers nous en disant secte, machin. Ça ne m'est jamais arrivé. Et nous, dans Nice Fiction, on a un aspect jeu de rôle et ça n'a jamais été remis en question. Je n'ai jamais vu personne me dire, mais pourquoi vous faites ça quoi. Donc,
Ah ouais. Gloria, est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que tu avais une autre interrogation ou quelque chose sur lequel tu souhaiterais nous entendre, peut-être dans des projets, des choses que tu trouves intéressantes pour l'avenir ou des choses où tu te dis, bah, tiens, ça manque, pourquoi il n'y aurait pas ça? Bah, du coup, alors, en fait, je posais aussi la question donc, par rapport à cette image. Donc, par rapport justement, je pense que ce serait pas mal d'avoir plus de présence auprès des jeunes, et donc dans les écoles. Vraiment, que ce soit lycée ou collège ou même peut-être encore plus petit. Parce que bah, pour tout ce qui a été dit, justement, l'intérêt du jeu de rôle, effectivement, c'est pas qu'un loisir, c'est vraiment. Ça peut créer du lien social, ça peut Mm. créer. Voilà, ça peut développer plein de choses. Et je pense que pour les enfants, enfin, en tout cas les jeunes, ça peut être hyper important. Donc, je sais pas s'il y a des projets autour de ça ou si c'est déjà le cas. Autour de la fédération, si on veut faire des animations, l'initiation et des projets dans les écoles, en fait, il faut y être physiquement. Mm. Aujourd'hui, la fédération fédère principalement des MJ indépendants et des associations. Ces associations ont une aura locale et nous font profiter aussi de leur savoir, hein, parce que avec le développement, mais c'est encore très récent, des commissions des délégués régionaux. Donc, on a 12 régions en France, hein, selon la régionalisation française. Dans ces régions, on a chacun des délégués régionaux et on leur suggère fortement de se monter une équipe locale pour pouvoir proposer des initiatives. Mais c'est encore trop jeune pour pouvoir vraiment faire des interventions. En fait, on n'est tout simplement pas assez à la Fédé pour faire ça. Et même faire un guide en disant vous êtes prof, montez un truc dans votre école, c'est malvenu, je pense. Donc, je pense que c'est intéressant, mais en tant que fédération, de supporter des initiatives de professeurs. Il y a des gens qui ont créé des concours sur Monster, si certains connaissent. Donc, ils ont fait dessiner un petit monstre à leurs élèves. Il y a des profs qui utilisent ça en cours d'anglais, mais ça demeure encore aujourd'hui des initiatives individuelles. Si ça nous est demandé, on communique autour, on les supporte, mais on n'est pas capable de le proposer actuellement. D'accord. Voilà. Mais c'est une bonne idée. Alors, correction, c'est pas qu'on n'est pas capable, c'est qu'on a les ressources de les proposer, mais c'est plus des partenaires. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du CA même, on n'est pas tous des pros du domaine, mais dans notre réseau, on a des professionnels. Par exemple, alors, tu me corriges, David, sur le nom, c'est Christelle Tay. Oui, alors c'est Christelle, c'est sûr. Voilà, Christelle, elle a collaboré avec nous pour faire des activités pédagogiques liées au jeu de rôle pour les enfants. Et il y a beaucoup de maîtresses d'école sur place qui nous ont pris la plaquette de la Fédé en disant « Ah, mais on veut ça dans nos écoles ». Mais au final, c'était quand même Christelle qui avait fait le compte pédagogique. Et c'est vrai que si on nous fait la demande, nous, à la Fédé, on va prendre des partenaires, effectivement. Donc, on est capable de le faire, mais en sous-traitance. Oui, c'est ce que... Un projet qu'on avait fait, un projet pédagogique qu'on avait fait, c'était à l'initiative de l'Observatoire de Paris pour la fête de la science. Et on avait fait du JDR pédagogique sur la fête de la science plusieurs années d'affilée. J'ai même continué à en proposer un petit peu, même après avoir quitté la Fédé. Et on avait quelques scénarios qui tournaient autour de ça, avec des problématiques. Il me semble qu'il y en avait un sur la gravité, donc avec la Station spatiale internationale. Il y en a un on en a fait un sur la génétique aussi, avec des clones, etc. Je sais plus, il y en avait un troisième aussi, c'était il y a longtemps. Mais ça, c'est des choses qui existent, mais plutôt ponctuellement, tu vois, sur la fête de la science. Où là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animations qui sont proposées et le jeu de rôle à sa place, et on l'a déjà fait. Enfin, à une époque, ça se faisait. L'école de l'ADN pour Geneton nous avait aussi contacté pour utiliser un univers de jeu de rôle pour créer un contenu ludique pour les jeunes, pour faire la médiation sur les maladies auto-immunes, les cancers, etc. Parce qu'ils n'avaient pas l'énergie ni le temps de créer tout un univers futuriste, donc ils voulaient utiliser directement un univers de jeu de rôle. Et c'est cool parce que ça peut servir effectivement à faire de la pédagogie. Bon, eh bien, écoutez, comme il nous reste un petit peu plus de 5 minutes, je voulais vous poser la question que j'ai posée à pratiquement tous les autres intervenants dans les conférences précédentes. Quel est pour vous
le jeu de rôle référence ou votre chouchou, celui qui vous vient spontanément, vous avez envie de citer. Alors attention, avec une petite restriction, ne citez pas un de ceux que vous avez créés ou édités. D'accord? Je vois Sybille qui était déjà en train de se demander. Non. Fabien, pareil, il y a beaucoup de jeux à ton actif et on a tous participé à des jeux, je pense. Mais en dehors de ce qu'on a fait nous-mêmes, il y a aussi beaucoup de jeux du côté de chez Jérôme. Et en dehors de ce qu'on a fait nous-mêmes, quel est le jeu qui vous vient comme ça à citer spontanément, celui que vous auriez envie de mettre en valeur, de faire découvrir allez-y. Peut-être, Sophie, tu commences? Ça va être écouté, hein, donc Ouais, pesez bien votre réponse, mesurez bien votre choix. non, moi, le dernier jeu que j'ai vraiment adoré masteriser, mais qui a eu beaucoup de problèmes, mais qui était finalement très complet, et qui avait un bon délire, c'est Esteren. Vraiment, j'ai joué à plein de jeux, hein. Donjons et Dragons, Pathfinder, Vampire, Requiem, j'en passe et des meilleurs. Et Esteren, parce qu'il propose une bande son, ses atmosphères, etc. Ça m'avait vraiment marqué. Voilà. François? Moi, je suis un vieux dinosaure, un vieux de la vieille, et tu sais, donc, si tu me demandes quel est le jeu pour l'instant référence, c'est celui sur lequel j'ai commencé, c'est Donjons et Dragons. Il a tellement évolué qu'on est passé par tous les stades. On a à un moment donné frisé le Wargame dans l'édition 4. On est maintenant revenu sur du jeu de rôle, puisqu'il y avait quand même Pathfinder qui était créé entre-temps et qui commençait à capter les joueurs de donjons, les vieux rôlistes là-dessus. Enfin, quand je dis vieux, il n'y a pas que des vieux, hein, mais c'est quand même une référence. Et puis, ça re-résonne actuellement avec les mises au cinéma de l'œuvre de Tolkien, puisque maintenant, j'ai vu que Donjon avait fait une édition, Les Terres du Milieu. Donc, quelque part, ça fait partie de l'Heroic Fantasy que j'aime bien. Maintenant, hors Heroic Fantasy, eh ben, j'ai un petit faible pour Vampire parce que je trouve que dans les coulisses, il y a pas mal de crocs en jambes qui se font et ça peut détendre aussi, même si c'est pas très sain. C'est quand même un bon jeu. Un avocat qui aimerait les coups fourrés, vous m'en direz tant. J'en gère tous les jours. Sybille? Bon, c'est une question piège parce qu'on n'a pas le droit de citer les jeux qu'on. Voilà. Et tu nous as demandé qu'un seul. Et en plus, en fait, il y a le jeu qu'on aime et le jeu auquel on ferait jouer. Donc, il y a trop de questions. Alors, du coup, je vais tricher et je vais faire la Madeleine, tu vois. Et la Madeleine, ça reste la boîte rouge. Parce que, voilà. Rien ne remplacera jamais l'émotion de cette boîte rouge à Noël. Tu vois. Boîte rouge de donjon. Ah, on a la même Madeleine, parce que moi aussi, c'est celle-là. Mais... C'était quelle boîte rouge, Sybille? C'est quelle version? Alors, c'était l'édition de Donjons et Dragons qui avait été commercialisée par France Loisirs. Donc, je crois qu'elle n'était pas tout à fait... il y en a eu deux, parce qu'à un moment donné, avec ma sœur, on a cherché, tu vois, un peu les références, et il y a une ambiguïté sur la date. Donc, je ne sais pas trop, parce que tu sais, à l'époque, France Loisirs, il avait des éditions particulières pour les livres. Donc, peut-être qu'il a eu pour la boîte rouge, j'ai un doute. Donc, d'ailleurs, si quelqu'un sait, qui partage. Donc, moi, je sais que ma mère l'a acheté à France Loisirs. Donc, 1982, la boîte rouge à France Loisirs. C'est du Donjons et Dragons de base. Avec les dés en plastique qui étaient gris, qui étaient tout simples dans la boîte. Oui, qui était de la même couleur. Ouais, oldies but goodies. Jérôme? Ouais, moi, je vais avoir du mal à en citer qu'un aussi. J'en ai trois, en fait, de jeux fétiches. Ars Magica, Blue Planet et Château Falkenstein. J'ai du mal à les départager. Alors, au poids, ce serait Ars Magica. C'est ce qui remplit le plus mes étagères. Et Château Falkenstein qui ressort là tout récemment, grâce à Jérôme Larrey. Ouais, ils ont fait une. C'est l'équipe des Lapins Marteaux, ça, non? L'équipe des Lapins Marteaux, une super nouvelle édition. Ouais. Ok, on va passer à Fabien. Ouais, c'est très très compliqué comme question, mais
Alors, c'est pas du tout un jeu qui est adapté pour les débutants. On parlait tout à l'heure de la découverte du jeu de rôle, mais, clairement, le jeu aujourd'hui qui vraiment me tire le plus, c'est Torchbearer. Torchbearer fait partie de la galaxie de Luke Crane. Donc, en effet, j'avais édité à une époque Les légendes de la garde, donc la traduction de Northgard, et du même auteur. Il y a Torchbearer et évidemment le jeu source Burning Wheel. Donc, Torchbearer est une simplification de Burning Wheel. Et pour moi, c'est le jeu des jeux. Par contre, il est extrêmement compliqué. D'aucuns diront qu'il y a trop de règles et qu'il est trop difficile. Là où moi, je vois un système de jeu qui est d'une cohérence implacable et qui dessert un propos d'une manière extrêmement forte. Même si le jeu est dur et c'est de la survie et c'est un jeu où c'est de l'exploration de donjons, mais on est tous sauf un héros. Hein. C'est un jeu de gestion de ressources au final. Mais en même temps, c'est un jeu de rôle. Et pour moi, c'est vraiment là, pendant le confinement, on a fait une campagne avec mon asso actuel de une vingtaine de séances voilà, pendant le confinement. Et c'était énorme. Donc voilà, il n'existe pas en français. Il y a la 2e édition qui sort là, que j'attends avec impatience, que j'ai crowdfundé. Mais voilà, si vous aimez les jeux un peu tactiques, avec des bonnes règles bien touffues, Torchbearer, c'est The Way to Go. Ok, ben moi pour conclure, je vais citer un jeu dont j'attends aussi avec impatience la nouvelle édition et qui était déjà un peu narratif avant l'heure, c'est Maléfice, Ouais. Qui a traversé les époques et qui a connu de nombreuses éditions et que j'attends avec impatience, peut-être l'année prochaine chez Arcane Asylum. Voilà, c'est le jeu ou un des 2, 3 jeux qui m'ont toujours accompagné sur les conventions et avec lesquels j'ai fait jouer des centaines de débutants et de débutantes. Donc, Maléfice pour moi. Je remercie tout le monde. Sophie, ça va être à toi le dernier mot pour conclure. Ouais. J'annonce quand même qu'on se retrouvera demain matin à partir de 10h pour la prochaine conférence. Ce sera sur les limites et hybridations autour du jeu de rôle. Quelles sont les frontières de la définition du jeu de rôle? Ça va pouvoir poursuivre un peu notre conversation de ce soir. Et puis, une très bonne nouvelle, on a passé même largement la barre des 2000 visiteurs uniques, déjà là, ce soir. Donc, c'est vraiment super. Et si chacune donne un petit quelque chose, ben, on va atteindre l'objectif très facilement. Hein, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Plus de 2000 visiteurs uniques déjà là. Donc, c'est vraiment merci à tout le monde pour la mobilisation, pour les associations bénéficiaires, Blues Rose, Fondation Théodora et Opiclone. À toi pour le mot de la fin, Sophie. Merci David. Toujours sur le Roll Event et les dons, donc là on a récupéré un petit peu moins de 500 €, donc on commence doucement mais sûrement. Et donc pour vous rappeler, donc les Blues Rose, Opicloun et la Fondation Théodora participent à amener le jeu, les clowns et un peu de légèreté dans les hôpitaux, notamment les hôpitaux pour enfants. Et donc, on fait cet événement solidaire autour du jeu de rôle, bien sûr, mais aussi pour les aider, eux, à passer le cap du Covid qui a été très dur pour eux. Ils ont perdu en bénévoles, Kertran me dit, on a fait 115 € en plus sur le live, merci. Et donc, on fait ça pour les aider, eux, pour que ce soit une belle année, l'année 2022, et qu'on puisse leur offrir un très beau cadeau de Noël. Hein. Donc ça, c'est super. Et ensuite, moi, je clôturerai en disant que pour commencer le jeu, il faut commencer avec un petit groupe d'amis et un petit peu d'imagination. Et en général, ça suffit. Il suffit de choisir un univers qui nous va bien. Et je dirais que en ce moment, il y a beaucoup de kits de découverte chez nos éditeurs préférés, qu'on ne citera pas, mais tout le monde les connaît, qui ont des roguelikes, donc comme Donjons et Dragons pour débuter. Et des petits kits pour commencer en tant qu'MJ. Mais il y a aussi Rêve, qui est très facile, quoique un peu avec un look vintage sur les illustrations, mais le contenu est toujours bon. Voilà, et donc merci à tous pour tous les présidents pour nous avoir accompagnés ce soir.